La puissance d'une communauté aujourd'hui, quand on entend ça, on pense souvent à des milliers d'abonnés. Je Mmh. pense que même une petite communauté, ça a énormément de valeur. Et en fait, on a eu des commandes dans toute la France Waouh! parce qu'on a été mis en avant par Ulule. Et OK. ça, c'était une vraie surprise et ça a été pour nous hyper encourageant pour la suite. Et en fait, il s'avère qu'on a fait... En 24 heures, on a atteint ouais, en l'objectif. 24 heures, on avait fait Ah oui! l'objectif. Et après, oui, on a fait plus 300% de l'objectif au final. Salut à vous! Salut! Hello. Bon, on est chez Stella Chambre. Vous Bienvenue. pouvez vous présenter en deux petits mots? Moi, du coup, je m'appelle Claire et c'est moi qui m'occupe de toute la partie communication, marketing, on va dire, de Yes. Stella. Ouais. Et on va en reparler parce que vous avez fait un excellent travail là-dessus aussi. Et toi, du coup, Lucas? Moi, c'est Lucas. C'est Lucas. Voilà, je suis un peu à l'initiative du projet et je m'occupe surtout de la partie d'abord agricole parce que c'est mon métier et après de la partie transformation qu'on se partage tous les deux de manière générale, quoi. Ok. Oui, vous transformez tous les deux en fait, du coup. Ouais. Ouais, on se Ok. relaie en fonction de nos emplois du temps respectifs. Ok. On fait au mieux. Comment vous êtes venu au chanvre? Il y a maintenant 2 ans, il me semble, 2 ans, on était parti en Thaïlande quelques semaines et c'est vrai que Claire, elle bossait de son côté parce qu'elle peut bosser à distance et moi j'avais le temps de réfléchir à différentes choses au sein de l'exploitation agricole et tout ça parce que j'avais vraiment envie de trouver une nouvelle culture où je pouvais être plus autonome du début du semis jusqu'à la vente du produit. Et en fait, en faisant plusieurs recherches, je suis tombé sur le chanvre, quoi. Ok, plus autonome. Alors ça aussi, je pense qu'on va en reparler parce que c'est un vrai gros sujet dans le monde agricole aujourd'hui. Juste avant, toi Claire, en fait, donc tu t'es digital nomade ou c'est quoi ton métier en fait? Avant de rencontrer Lucas, qui du coup lui est agriculteur, l'opposé du digital nomade, je vivais à Bali. Ouais. Et je fais de la création de contenu du coup en ligne pour des marques, donc je peux le faire d'à peu près où je veux. Et c'est vrai qu'on était parti en Thaïlande. Moi, je bossais principalement et Lucas c'était pendant l'hiver, donc il était en vacances. Ok, et donc le monde agricole bien sédentaire rejoint le digital nomadisme ça. pour un Les beau opposés projet. s'attirent. Génial. Et donc voilà, vous me dites en gros, le chanvre c'est avant tout une recherche d'autonomie, c'est ça? Là, pour le coup, c'était le chanvre, mais après, moi, c'était vraiment, je voulais trouver une culture qui me permettait de la semer, de la récolter, et après, de faire toute la partie transformation, vente moi-même. Et c'est vrai qu'après, je suis tombé sur le chanvre, grâce à un peu ses propriétés au niveau culinaire, au niveau protéines, vitamines, etc., etc. Alors on n'a pas précisé, mais on est sur le chanvre essentiellement alimentaire. Alimentaire, ouais. Et après, c'était aussi une culture qui est assez simple sur la partie agricole. Je dis assez parce que la récolte, c'est assez délicat. Ouais, il y a des petits points Mais, d'étranglement, mais on va dire des du petits points seul- sensibles, on va dire, oui. C'est ça, il y a toujours des petites difficultés. Mais c'est vrai que c'est une culture qui est peu exigeante par rapport aux autres cultures conventionnelles qu'on peut trouver Ok. ici. On laisse pousser, et, elle fait sa petite vie. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau aussi, donc ça c'est Ok. aussi un plus avec les canicules qui se répètent de plus en plus. Eh Donc, oui, eh oui. en fait, elle règle beaucoup de problématiques du monde agricole Ouais. aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est un grand plus, cette culture. On n'a pas abordé la question écologique, mais est-ce que ça rentre en compte dans votre motivation par rapport à faire tout ça? Ouais, clairement. Si maintenant la culture, on la tourne, on fait des rotations régulières, déjà on n'aura pas de ravageurs, la maladie elle n'a pas le temps de s'installer non plus. Au niveau mauvaises herbes, vu que c'est une culture qui va pousser très vite, en l'espace de 1 mois elle a déjà tapissé le sol. D'accord. Donc on n'a pas de si maintenant tu sèmes assez de manière avec une densité assez bonne, il n'y a pas de souci de mauvaises herbes. Donc zéro phyto. Il y a de plus en plus de contraintes au niveau de l'eau. Là pareil, Eh oui. elle nécessite pas beaucoup d'eau par rapport maintenant à un blé ou un maïs ou autre. Mhm. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc on a une exploitation qui est dite conventionnelle, mais l'objectif c'est quand même de partir sur du raisonnement à fond pour chaque culture, quoi. Alors, ce serait intéressant d'en profiter pour faire un petit focus sur l'exploitation, son historique en quelques mots aussi, parce que Ouais. c'est une exploitation qui date pas d'hier. Il y a quand même 160 hectares autour de nous, c'est ça? Ouais, 160 hectares. On s'est agrandi au fur et à mesure des générations. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout l'objectif, l'agrandissement. L'objectif aujourd'hui, c'est d'être autonome, de moins subir les contraintes
climatiques, les cours mondiaux, etc. etc. Et administrative. C'est ça. Donc voilà. Et après, au niveau de l'historique, oui, ça fait un bon paquet de générations qu'on est ici. Donc avant, c'était ma grand-mère qui avait l'exploitation. Ouais. Après, ma mère. Donc c'est une exploitation très féminine. C'est fou ça, c'est rare, non? Oui, super rare, je dirais, parce que le monde agricole est quand même plutôt masculin. Ouais. Et donc oui, très rare. Après, ma mère et ma grand-mère étaient filles uniques, donc ça a aussi un peu aidé. Et là maintenant, moi j'ai repris il y a 2-3 ans, quoi. D'accord. Et donc vous vous mettez au chanvre l'année dernière. Ouais, c'était la première année, ouais. Vous êtes parti sur 3 hectares, ce qui est pas mal pour une première année déjà. Bah, il fallait commencer par quelque chose. On a commencé avec 3 hectares. Là maintenant, on continue la progression avec un peu plus de 5 hectares. Et après, l'année prochaine, on verra peut-être passer à 7-8, on verra. Et on va voir la parcelle. On y est presque. Yes. 5 hectares cette année. C'est ça. Ils sont plus, peut-être 5,5. Ok. Ils sont tous là? Tous là. Sur ces 3 hectares de la première année, qu'est-ce que ça a donné du coup? Bah, ça a donné un rendement, on va dire, brut, parce que après, avec les différentes transformations, les différents nettoyages, etc., c'est pas la même chose, mais en brut, on a fait 1 tonne à l'hectare, quoi, donc 10 quintaux, ce qui est plutôt bien quand on regarde un peu les chiffres en termes de moyenne France. C'est même un peu au-dessus de la moyenne. Oui, après, je pense que les gros producteurs, ils arrivent à faire du 1 tonne 2, donc ça arrive, 12 quintaux. Ouais. Là, on a fait 10, un peu plus avant séchage. Ok. Donc là, c'est le rendement après séchage. Mais globalement, on est content, hein, pour une première année. Ok. Moi, ça me va très bien. Alors j'ai une image de toi dans la benne au moment des récoltes l'an dernier que tu as partagé dans le groupe où tu as dû passer une nuit pour sauver la récolte en fait. On a passé une nuit, une belle nuit. Vous deux, pardon. Vous pouvez nous en dire un petit mot? On savait que tout jouait au niveau de la récolte, parce que le point noir, enfin, si on peut appeler ça comme ça, avec le chanvre à graines, c'est vraiment la récolte, il faut pas la louper, et surtout la partie entre la récolte et le séchage. Il faut essayer de le sécher dans les 6-10 heures après récolte, grand max. Okay. Et du coup, moi, là où j'avais un accès pour sécher mes graines, je pouvais seulement y aller le lendemain matin très tôt. Ouais, t'avais pas encore accès au séchoir, c'est ça? Non, donc du coup, là, c'était atelier... Système D. Remuage des graines pour Ouais. que ça monte pas en température. Donc on prenait la température régulièrement, on remuait, on changeait d'une benne à l'autre avec une vis sans fin pour tout le temps garder un mouvement. Un peu d'aération le plus Ouais. possible. Ouais. Et parce que là, on n'était pas encore équipé plus que ça. Et voilà, donc du coup, c'était un peu une course contre la montre, quoi. Ok, réussi du coup? Parce que... Bah, réussi, oui, c'était un peu le stress une fois qu'on a fait les analyses. Elles ont prouvé que ça valait le coup. Ouais, à la fin, on a fait les analyses, c'était un peu le stress, parce que même si d'apparence, on peut penser que c'est bien, on ne sait jamais trop. Donc, on a fait les analyses et il s'avère que tout était OK. Donc, on a fait la fête, quoi. Yes. On a parlé un petit peu d'agriculture raisonnée face au bio et à d'autres pratiques en préparant un peu l'interview tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot aussi? Nous, en tant qu'agriculteurs, si on peut utiliser le moins de produits possible, on le fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est aussi dans un schéma où on fait de plus en plus de rotation. On essaie de plus en plus de faire du désherbage mécanique et qu'on utilise les produits maintenant pour les autres cultures, parce que pour le chanvre, on n'en utilise pas, c'est très important de le dire. Mais pour les autres cultures, ça va vraiment être un peu de dernière chance. Si maintenant il y a une culture qui est ravagée pour quelque chose, si là on n'a pas le choix d'utiliser quelque chose, on l'utilise. Mais si on peut raisonner au plus nos pratiques, on le fait. Et après, c'est pour ça que le chanvre, dans ce schéma de raisonnement, s'imprègne hyper bien, quoi. Ouais. Alors, il n'y a pas de cahier des charges là-dessus, spécialement? Pas comme non, le bio, après, c'est le bon vouloir de l'agriculteur. Comme moi, je l'ai dit, les agriculteurs, ça les excite pas d'utiliser des produits chimiques, de faire les mélanges, parce que nous, on utilise quand même le produit pur qu'on doit mélanger. Ça nous intéresse pas. C'est aussi un coût. C'est des produits qui sont pas gratuits aussi. Donc, si on peut limiter ça au maximum, on le fait. Et c'est vrai que maintenant, je dirais, ma génération tend de plus en plus vers ça, par rapport à l'agriculture des années 80, 90, ou même début des années 2000, quoi. Alors le monde agricole aujourd'hui est assez complexe. Il y a plein d'écoles agricoles différentes.
Il y a l'école FNSEA, Confédération Paysanne, et il y en a d'autres. Comment se situe la quête d'autonomie par rapport à tout ça ? Je pense que c'est une quête qui tourne autour de l'indépendance parce que en fait, il faut faire les bons choix en termes de gestion agricole et tout ça, les meilleurs déjà pour son revenu et aussi pour son bien-être. Nous, on a voulu essayer tout au début de partir sur le label agriculture biologique, sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait presque du flicage, je dirais. C'est assez carré. C'est assez lourd en fait à mettre en place en termes de suivi. Oui, c'est difficile à ce niveau-là. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'est une certaine liberté. Liberté de produire, liberté de transformer, liberté de vendre. Ça ne veut pas dire que je suis pas carré dans ce que je fais, dans ce que je transforme, mais c'est juste qu'on est déjà assez fliqué dans le monde agricole. Je ne veux pas avoir encore un flic supplémentaire. C'est-à-dire que vous devez rendre des comptes toutes les 30 secondes. C'est ça. Et en fait, si je peux éviter d'avoir encore une autre personne qui vient faire des audits 2 fois par an, je le fais. Parce que du coup, il y aurait eu la partie production agricole avec le label AB, plus la partie encore produit fini avec aussi son label. Donc 2 audits dans l'année, ça aurait fait un peu lourd aussi. Un peu beaucoup. Et surtout qu'au final, moi ce que je constate, c'est que le label AB, il y a des produits qui sont pas forcément qui sont autorisés en agriculture biologique, mais si tu l'utilises de façon extrême, en grosse quantité, ils sont loin d'être écologiques. Tu me disais qu'un des produits les plus dangereux aujourd'hui pour les abeilles, c'était un produit... J'ai pas le nom en tête, mais vous pouvez regarder sur internet, un des produits les plus dangereux pour les abeilles, il est autorisé en agriculture biologique parce qu'il est hyper sain pour les hommes, mais ça veut pas dire qu'il est sain pour tout le monde. Et c'est ça où après je me dis, mais en fait c'est bien beau d'avoir un petit macaron AB, mais si après tu fais aussi des choses un peu limites, c'est comme dans ton magasin, t'achètes des avocats du Pérou AB, j'aimerais bien voir leur cahier des charges. De toute façon, tout ce qu'il n'a pas bouffé en pesticides, l'a bouffé en kérosène pour arriver en avion, quoi. Donc, C'est ça. Donc en fait, je pense que tout est assez subtil. Rien n'est noir ou blanc. Mais après, je pense que c'est à nous de faire, de gérer sa production au mieux et de rendre ça sain et naturel. En fait, l'autonomie, elle est au niveau administratif. Niveau suivi, contraintes réglementaires, avoir des gens qui viennent vérifier, contrôler, etc. toutes les 30 secondes. Elle est aussi au niveau de ta possibilité ou votre possibilité de décider en fait ce que vous faites par vous-même, et d'être entrepreneur à part entière et donc de développer aussi vos propres débouchés sans dépendre d'une coopérative ou d'autre chose. Parce que oui, au niveau agricole, c'est un peu le problème. Il y en a beaucoup des problèmes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on suit les cours mondiaux des céréales qui sont, si maintenant ils sont en chute libre, nous en tant qu'agriculteurs français, on peut rien faire. C'est subi, C'est ça, on subit à fond. Donc après, la coopérative, elle va nous sortir un prix où la coopérative va aussi prendre un peu sa marge là-dessus. Et en fait, au final, tu croises les doigts pour que la météo soit clémente, tu croises les doigts pour que les cours mondiaux soient pas trop brutaux. Donc, en fait, on fait que de jouer un peu au poker. Et ça, ça ne va pas. Et en fait, oui, avec le chanvre, c'est nous qui décidons de notre prix de vente. S'il y en a qui trouvent trop cher, tant pis, ils achètent pas. Mais nous, on fixe notre prix de vente. On a décidé de partir sur la partie vente en ligne pour le moment. Après, on verra par la suite. Mais c'est vrai que par rapport à notre production actuelle, on a déjà liquidé le stock en faisant des ventes en ligne et en faisant maintenant, on va faire un salon aussi. Vous faites que de la vente directe pour l'instant ? Ouais. Ok, donc vous récupérez 100% de la marge. Ouais, parce que là, on sait que par exemple, un Biocop peut prendre quasiment 40% selon les produits en marge, donc c'est énorme. Tout au début, quand on s'est lancé, on a fait une campagne Ulule, donc une campagne de financement, où justement, eux, ils prennent 8% à la fin. Ils nous conseillent aussi de mettre moins 10 pour les acheteurs et tout ça, donc au final, on est à moins 20% si je dois arrondir. Oui, d'accord. Mais ça reste encore anecdotique par rapport à ce qu'un magasin pourrait prendre, quoi. Alors voilà, tu m'as devancé un peu sur le... Parce que vous avez une sacrée particularité aussi par rapport à la très grande majorité des producteurs qu'on peut voir. C'est que, comme vous avez travaillé en binôme, y compris sur la partie marketing, communication et tout ça, vous avez tout déchiré là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, je le dis parce que je trouve que c'est le cas. Vous êtes parti de zéro sur une chaîne Instagram, un peu avant la fin de l'année dernière, un peu après les récoltes, du coup, pour commencer à faire du teasing. C'est ça. Et à vous créer une petite communauté avant l'arrivée des produits. On a la chance de bien se compléter là-dessus. En fait, il y avait une vraie place à prendre, je pense, sur la partie en ligne.
Et c'est là que j'ai mon expertise, donc on s'est vraiment complété là-dessus. Et pour moi, la puissance d'une communauté aujourd'hui, quand on entend ça, on pense souvent à des milliers d'abonnés. Je pense que même une petite communauté, ça a énormément de valeur. Et comme j'avais ces connaissances, je me suis dit qu'avant de lancer le projet, c'était hyper intéressant de parler de tout l'envers du décor, qui a toute son importance ici, parce que quelqu'un qui arrive à faire de tout de A à Z, de ses propres mains jusqu'à son assiette, je trouve que c'est beau et que c'est à mettre en avant. Et puis c'est rare encore. Et c'est rare. Et je voyais vraiment un vrai potentiel de storytelling à faire dans l'histoire de Lucas et de Stella, que j'ai rejoint petit à petit sans... je sais pas si je le voulais ou pas, mais ça s'est fait très naturellement comme ça entre nous. Ok, sans prévoir quoi. Enfin, ça s'est fait tout seul. C'est ça. Au début, je pensais que j'allais lui apprendre à faire et j'ai vite compris que c'était pas forcément facile. Pour moi, c'était facile parce que je l'avais plus ou moins toujours fait, mais que pour lui, c'était pas forcément une évidence. Et donc, on a lancé un challenge de 30 jours à l'ouverture du compte Instagram avec un réel par jour. Imagine que tu trouves l'idée de business de tes rêves pendant des vacances sous les cocotiers. C'est notre histoire et on t'explique comment tout a commencé. Trouver le nom de sa marque, finalement, c'est un peu comme chercher l'amour. Qu'est-ce qui t'apporte plus de protéines que les œufs, plus de fibres que des brocolis et plus d'oméga 3 que le saumon? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Fais des cookies protéinés. On a quelques secondes de la dégustation. Ça stresse. On donnait aussi bien des recettes que l'explication de justement la récolte, ce qui s'est pas passé comme on l'avait imaginé. Des choses très positives, comme aussi de toutes les mauvaises expériences qu'on a pu avoir. Ce qui vous rend un peu humain, ce qui est pas mal, les gens ils connectent à ça, du coup c'est top. Mais ça me semble hyper important de montrer les deux, parce qu'il n'y a pas que des réussites dans ce projet, mais on apprend énormément, et puis c'est comme ça que petit à petit on se développe. Et du coup, si j'ai bien suivi, tu me corriges sur les chiffres, mais en l'espace de 30 jours, vous êtes passé de 0 à déjà une petite communauté de 500 personnes. Oui, c'est ça. Je crois qu'à la fin, on était autour... on avait dépassé les 500 abonnés. Donc là, on est au mois d'août. On en est à combien à peu près? On a passé les 1000 là. On a passé la barrière des 1000, on est content. 1000 là, en 9 mois, grosso modo, même pas. Même pas. Même pas. On a commencé vraiment à communiquer en début d'année, Chapeau pour ça, parce que vous êtes les seuls que je connais à avoir fait ce petit challenge-là, et d'autant qu'il y a eu un deuxième gros truc qui a suivi direct derrière, qui était assez incroyable aussi. La campagne Ulule. En étant digital nomade, j'ai eu la chance d'être avec plein d'entrepreneurs qui lançaient leur marque, et j'avais vu que les campagnes Ulule, ça avait une vraie force, et qu'il y avait un truc à faire là-dessus. J'ai essayé de faire au mieux pour qu'on puisse faire une vidéo qui nous représente vraiment, qui représente l'entièreté du projet, avec tout ce qu'on a pu faire un peu en silence avant de se lancer. Et on a eu la chance d'être vraiment soutenus par Ulule. Okay. Ils ont mis pendant 2 semaines notre campagne en avant sur la partie artisanat. Ce qui fait qu'on a été... Nous, on pensait vraiment que ça allait être nos proches qui allaient nous soutenir, et c'était très bien pour le début. Et les proches de nos proches, c'est ce qu'on espérait. Et en fait, on a eu des commandes dans toute la France parce qu'on a été mis en avant par Ulule. Okay. Et ça, c'était une vraie surprise, et ça a été hyper encourageant pour la suite, parce on connaissait pas bien le marché du chanvre, même si on s'était renseigné entre les chiffres qu'on voit sur internet vs la réalité, on sait jamais trop comment ça se passe. Et là, de voir que ça intéressait des gens à l'autre bout de la France qui connaissaient rien du chanvre, on s'est dit qu'il y avait un vrai... Excellent. Qu'il y avait quelque chose à faire, en tout cas, dans ce domaine-là. En tout cas, du côté de l'alimentation qui est encore pas tant développé que ça. Pas si connu, hein. Non, ça reste très niché. Non seulement ça, mais en plus, vous avez une touche très sportive. On est sportifs tous les deux. Il y a un vrai truc à faire par rapport à la protéine dans le monde du sport. Ça on y croit vraiment, parce que pour le coup j'ai déjà consommé pas mal de protéines. Je suis pas végétarienne, mais je consomme pas énormément de viande. Et pour avoir fait une formation de nutrition, je sais que c'est compliqué de se complémenter avec les 9 acides aminés, vraiment de trouver des compléments de qualité. Et le chanvre, c'est une poudre protéinique qui est... c'est pas pour rien qu'on appelle ça un super aliment. Oui, exactement. C'est vraiment hyper intéressant nutritivement, et c'est des protéines de qualité. Donc comparé à tout ce qui est produits chimiques, même si elles sont bio, encore une fois on revient sur le même sujet, ça reste un produit qui est ultra transformé, vs un produit qui est un seul ingrédient qui vient d'un champ ou qui n'a rien demandé d'autre que lui-même. Il y a tout. Il faut dire, c'est aussi le monde industriel face à une alternative artisanale maîtrisée de bout en bout, traçable, avec de une très haute vraie qualité. Transparence. Et là, on a les produits déjà réalisés. C'est ça. Donc la gamme de nos 6 produits. Déjà 6 produits. C'est ça. Nos graines décortiquées.
Superbe. Nos graines entières. Ouais. Protéines 40%, donc qui vient des graines entières. Ce qui est déjà pas mal. Protéines 60%. Et là, c'est un carton. 60% de taux de protéines, c'est dingue. Donc issu de nos graines décortiquées. Ouais. Et après, pour finir, l'huile de chanvre des graines entières et l'huile de chanvre issue des graines décortiquées. Et oui, 2 huiles donc différentes du coup. Ouais. Elles vont avoir un changement au niveau du goût. Donc celle qui vient des graines décortiquées va être plus douce. Ouais, d'accord. Une couleur légèrement plus claire. Et graines entières, ça va être plutôt herbacé, goût un peu classique. Donc là, on peut voir les graines décortiquées. Miam miam. Une des huiles. Donc ça, c'est l'huile entière. Ok. Là, c'est foncé quand même. Des petits échantillons. Et les graines complètes. Et les graines complètes. Alors oui, pardon, on n'a pas fini sur la campagne nulle. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat du coup? C'était pourquoi aussi? En fait, au début, nous, on a mis un objectif en termes de contribution. Et en fait, il s'avère qu'on a fait... En 24 heures, on a atteint Ouais, en 24 heures, on avait fait Ah oui. l'objectif. Et après, oui, on a fait plus 300% de l'objectif au final. C'est un système de pré-vente, hein, c'est ça? C'est ça. On n'était pas prêt d'un point de vue transformation. On avait encore du taf à faire là-dessus. Mais on voulait voir un petit peu comment ça allait mordre. Donc tout simplement, on s'est dit, on fait une campagne Ulule. Pour Histoire de voir, faire goûter un peu, quoi. Exactement. Pour voir si ça plaît ou pas et quelles sont les commandes qu'on va avoir derrière pour se préparer. Parce que la campagne Ulule, même si les gens achètent le premier jour, ils ne l'auront pas avant la fin. Donc ça nous laissait au moins un mois. Ça vous laissait le temps aussi ça. de... Voilà, ouais, Qui au final a été un mois de flux tendu parce qu'on a dû transformer, on passait nos journées au local pour transformer en grande quantité parce qu'on a eu 180 commandes, il me semble, Ouais, enfin bon, ça... avec beaucoup de packs découvertes, donc nos 6 produits. Oui. Donc, c'était des grosses commandes surtout. Donc là, c'est la totale. Il a fallu tout transformer C'est ça. pour faire tous les produits. Donc là, quoi. c'était Ouais. le rush pendant un mois. On était content d'avoir ce mois parce qu'il a Ouais. été intense. Et le but, du coup, c'était de financer quoi avec cette campagne? En fait, on avait déjà dépensé beaucoup d'argent pour toutes les machines. Oui, parce que vous avez beaucoup investi dès le départ. Exactement. Ouais. Donc c'était acheter le moulin pour faire de la poudre protéinée, mais c'était aussi surtout pour essayer de rentabiliser un petit peu les coûts qu'on avait déjà eu avant même la campagne Ulule. Parce que en fait, avant le moulin, le gros moulin en bois qu'on a actuellement, on tamisait à la main, donc c'était tout de suite plus de temps et plus de main d'œuvre. Ok. Donc, Ah oui, vous faisiez ça au petit ami, quoi. Exactement. À la main. Là, c'est notre moulin avec lequel on fait notre poudre à 40% et 60% de protéines. Yes. Donc là maintenant c'est le tourteau qu'on a déjà pré-broyé. Donc tourteau 40%. On l'a déjà pré-broyé pour qu'il puisse bien passer dans le moulin. Donc là on a la trémie. Là on peut régler le rapprochement entre les deux pierres. Ça va passer là-dedans. Donc après si on veut on pourrait le sortir en direct ici. Ouais. Mais ça nous intéresse pas. Après ici on a des tamis, donc de différentes tailles. Donc le produit va passer là, il va être poussé par différents pinceaux. Et là maintenant, ici, on a notre poudre qui est là. Ça, c'est la plus fine. Ouais. Après il y a celle-ci. Là il n'y a pas grand chose dedans. Ça c'est déjà les premiers déchets. Et après ça c'est vraiment le plus épais qui va sortir ici. Mais en termes de vente de chiffre d'affaires, vous êtes un ordre de grandeur juste, ça serait... Pour le moment on a du mal à estimer. Maintenant en vente en ligne sur par exemple Shopify, Ouais. c'est vrai qu'on doit être à 5000. Depuis mars, là, c'est ça? Oui, après, après ça c'est vente en ligne. Ok. Après, il y a la campagne Ulule où là tu rajoutes 7000, c'est ça? un peu plus de 7000. Et On a après, une grosse partie aussi qu'il ne faut pas négliger de direct. Ouais. Des gens du village, Ouais. des alentours, qui viennent chercher à la ferme Ok. leurs produits. après je pense que sur la partie plus paiement en espèces, on est aussi autour des quasiment des 5000 quoi. Ah, ça fait pas loin de 17-18 000 de chiffre d'affaires depuis le mois de mars à peu près. Ouais, et je pense que C'est vachement bien. là, C'est un début, mais c'est très bien pour un ouais, début. ouais, non, c'est très bien. Là, maintenant, on va faire un événement ce week-end. Donc, Ouais. c'est vrai que là, je pense qu'on va faire aussi des belles ventes. En tout cas, on a fait beaucoup de stock. Ouais. On a fait beaucoup de stock. On a de quoi vendre. Donc, Ok. donc on verra comment ça fonctionne. Mais en tout cas, je pense que sur ce week-end, enfin, ces 4 jours, on peut faire un beau chiffre aussi. Ouais, très bien. Petite question sur... vous faites partie de Chambre Légale Pro. Pourquoi, étant du monde agricole,
vous avez ressenti le besoin de rejoindre ce programme? En fait, quand tu te lances dans quelque chose, voilà, tu es novice, il faut apprendre automatiquement. Donc j'ai beau être dans le domaine agricole, le chanvre, je connaissais très peu de choses, hein, donc j'ai commencé un peu à m'instruire sur le PC, sur Internet, etc. Mais après, sur la partie... déjà la culture, la partie technique, la partie de la transformation surtout. C'est surtout cet aspect-là où Chanvre Légal Pro m'a beaucoup aidé, c'est la partie transfo et surtout la partie où dès que j'avais besoin d'infos, de connaissances ou quoi, ben, tu étais là pour m'aiguiller. Ou d'autres, parce que je suis pas tout seul. Oui, mais tu avais des contacts, il y avait des publications qui pouvaient aussi m'aider sur Chanvre Légal Pro, plus anciennes. Et voilà, et après toutes les formations où il y a beaucoup de savoir aussi à l'intérieur. Donc, toutes ces petites choses-là m'ont aidé parce que voilà, j'ai beau être agriculteur, le chanvre, c'était une nouvelle culture, c'est quelque chose que j'avais besoin d'apprendre. Donc pour moi, c'était presque obligatoire de trouver une formation qui tournait autour du chanvre, quoi. Donc sans regret, j'espère? Non, pas de regret. Est-ce que c'est un programme que vous recommanderiez à d'autres? Bah, si maintenant, oui, je connais quelqu'un qui veut se lancer dans le chanvre, évidemment, je vais le recommander. T'es venu à la rencontre annuelle aussi il n'y a pas longtemps? C'est ça, oui. T'as pu rencontrer d'autres gens intéressants? Bah, c'était très intéressant. Moi, j'avais un peu peur d'être seul sur la partie vraiment graine. Au final, il y en avait aussi d'autres. Il y en avait aussi beaucoup qui voulaient se lancer dans la graine. Donc, beaucoup de gens qui venaient vers moi comme si j'avais déjà fait ça depuis 10 ans. Donc, je leur ai dit, écoutez, je suis aussi un peu novice. On est toujours expert de quelqu'un qui en connaît un peu moins que nous. Et au final, c'était enrichissant au niveau des rencontres aussi. Déjà de voir les gens, pouvoir échanger. Tout le monde était intéressé et intéressant. Donc ça, c'était vraiment super. Ouais. Cool. Un mot sur l'avenir, vous voyez quoi dans les mois qui viennent, les 2-3 ans qui viennent? Moi, j'aimerais bien qu'on soit régulier sur les réseaux sociaux, sur notre création de contenu. Ah, parce que tu trouves que vous n'êtes pas régulier là? Ah ouais, c'est pas toujours facile de faire autant que j'aimerais en tout cas, de voir une communauté grandir. Et moi, vraiment, mon ambition, elle est de faire connaître le chanvre. Je m'intéresse à la nutrition et je trouve que ça a un potentiel énorme et que ça devrait être dans beaucoup plus de placards des Français que ça ne l'est aujourd'hui. Et il y en a plein qui ne savent même pas que ça existe. Exactement. Donc voilà, moi, ma mission pour les prochaines années, c'est vraiment ça, de faire connaître un petit peu plus le chanvre à travers Stella, principalement sur nos réseaux sociaux. Et du coup, d'avoir plus de ventes, c'est que l'entreprise se porte bien pour faire plus d'investissements, etc., etc. Et toi, Lucas? Moi, ça va être... y a tout le temps la partie agricole, hein, donc ça va être vraiment d'agrandir les surfaces en chanvre. Jusqu'à combien, je ne sais pas encore, mais j'aimerais quand même pourquoi pas une 20aine d'hectares d'ici quelques années. Après... la suite sur la partie récolte doit suivre au niveau des machines et tout ça. Après, il y a des investissements à faire. Mais c'est vrai que déjà, la partie agricole, j'aimerais augmenter tout simplement. Et après, automatiquement, agrandir au terme des ventes. Le local, on aimerait agrandir aussi. Et développer un peu plus le chanvre en Alsace. Il y a pas mal de pistes à faire. Et après, il y a aussi la partie fibre que j'aimerais aussi peut-être un peu plus développer. Pour le textile ou pour la construction ou peu importe, mais trouver quelque chose à faire avec et après aussi, pourquoi pas, une partie des déchets que je peux avoir, que je peux aussi valoriser. Parce que c'est vrai qu'on a de la... Parce qu'en vrai, il n'y a pas de déchets. C'est ça, il n'y a pas de déchets avec le chanvre et en fait tout se transforme, tout se réutilise. Si c'est pas pour la consommation humaine, on peut utiliser pour les pêcheurs. Ils cherchent pas mal de chaînes-vie pour la pêche. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que là on a déjà fait pas mal en 1 an et demi, mais on a encore de quoi faire, des produits un peu variés avec nos produits, augmenter la gamme, enfin on verra, mais il y a pas mal de pistes à explorer. Ouais. Des idées de nouveaux produits qui vous exciteraient un peu par rapport à ce que vous n'avez pas encore pu faire? Vous avez déjà fait énormément, hein, franchement, chapeau, vraiment. La graine toastée qui est à notre portée. Après, il y avait la partie, on en avait discuté,
Oléagineux. Ouais, ou bien des gélules d'oméga 3 et 6 Mhm. avec l'huile, ça peut être intéressant aussi. Et après, Même une huile à vendre plus en cosmétique, hein. Pour le Ouais. visage, là, il y a un Carrément. vrai potentiel aussi. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Ouais. Bah écoutez, voilà, j'ai envie de vous dire merci et bravo à nouveau. C'est une belle aventure, on a vraiment hâte de voir la suite, même si c'est déjà chouette de voir ce qu'il y a. Et je sais pas, un dernier mot pour la postérité, pour les gens qui nous regardent. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à là déjà. oui, bah merci à vous et merci à toi aussi pour ton aide. Et voilà, et après on va faire en sorte que le chanvre soit utilisé dans toute la France, dans le monde peut-être. Yes. Parce qu'après, on le dit souvent, c'est la seule culture qui peut nous soigner, nous vêtir, nous nourrir et nous loger. Nous soigner, je sais pas si Ouais. Soigner. Donc c'est quand même une culture unique, Et donc ouais. il faut la préserver et voilà. Merci à vous. Merci. Merci. La contrainte qu'on a, vu que c'est un moulin qui n'est pas fait pour le chanvre, parce qu'il n'y a pas grand chose qui est fait vraiment pour le chanvre pour le moment, c'est qu'il faut nettoyer régulièrement les tamis. Ouais. Ça a tendance à un peu colmater et tout ça.